Je vais commencer par enfoncer une porte ouverte. Il est évident que lorsque vous arrivez le matin au travail sans motivation, vous ne ferez pas du bon travail. Alors on dit, et là encore une fois je vais rester dans les évidences, qu'il faut pouvoir puiser dans son travail une énergie qu'on qualifie parfois de réalisation de soi. On pourrait lui donner beaucoup d'autres termes, d'ailleurs c'est probablement ce qu'on fera sur ce plateau. Mais je voudrais simplement mettre le doigt sur cette force mystérieuse qui nous pousse à nous investir, à nous réaliser pleinement dans notre travail. Je me retourne pour ça. Alors, vous connaissez, chers amis Internet qui suivaient la série sur les cadres en 2011. Vous connaissez déjà Jean-Paul Lugan qui nous a permis d'amorcer, de créer cette série, qui a pondu les sujets. Merci. On est parti en plus d'une étude très ciblée sur le sujet. Merci aussi évidemment à Victor Waknin. Mais je voudrais passer la parole à Muriel Rocher, donc DRH d'ING Direct. Est-ce que vous avez envie de répondre à cette question et peut-être nous aider, nous donner une piste? J'imagine que ça fait probablement partie de vos propres réflexions. Oui, bien sûr, c'est une question qui me passionne et qui nous passionne au comité de direction d'ING Direct. Le premier élément pour se réaliser dans son travail, on pense que c'est donner du sens au travail. Et donc ça veut dire communiquer clairement la direction, la stratégie de l'entreprise, dire où on va, et pour ça être vraiment présent de façon physique auprès de tous les collaborateurs. Donc ça peut passer par des petits déjeuners par exemple avec des collaborateurs, ça peut passer par l'accueil des nouveaux embauchés par le comité de direction, par des réunions plénières. Et puis pour donner du sens, c'est aussi co-construire la direction de l'entreprise avec les cadres et les managers. Alors je vais être un petit peu provocateur. Moi, vous connaissez cette expression bien française qui dit « faire de nécessité vertu ». Quand vous dites ça, ça relève à un point tel du bon sens qu'on se dit « mais toutes les entreprises devraient parler comme ça ». Alors je vais vous poser la question autrement. Qu'est-ce qui fait que chez ING Direct, et eu égard à cette réflexion que vous menez manifestement de façon sincère, qu'est-ce qui fait que peut-être que vous le menez mieux et de façon plus profonde que vos concurrents? Quel est ce petit supplément d'âme qui vous caractériserait? Alors je pense que le supplément d'âme va commencer par c'est la co-construction en convivialité. On croit très fort au co-développement, au co-coaching, à la co-responsabilité. Et ça, on le décline dans tous nos process de direction et aussi nos process ressources humaines. Par exemple, quand on va définir une direction stratégique, on va ensuite être attentif à la décliner pour tous les collaborateurs en actions concrètes, en objectifs concrets pour le collaborateur qu'il pourra déterminer avec son encadrant. Admettons dans ce contexte-là qu'un collaborateur s'oppose, puisque la co-construction, c'est aussi le débat, c'est aussi la capacité à dire non et pas simplement oui. Est-ce que vous pourriez nous donner, alors peut-être en essayant d'illustrer, même si ça, évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail et l'exemple, mais est-ce que vous pourriez illustrer ça par une pratique quotidienne du dialogue avec vos employés? Parce que si vous le faites ensemble, je sais bien que ce n'est pas pour autant la démocratie dans une entreprise, mais on peut peut-être intégrer la contradiction. Est-ce que c'est le cas dans une société comme la vôtre, chez ING Direct? Est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord? Comment on l'exprime? Comment ça s'intègre dans ce processus de co-création? Oui, tout à fait. C'est effectivement le challenge d'associer cet élément informel de co-construction et la performance de l'entreprise. Donc à un moment donné, il faut avancer, il faut aller dans une direction. Au quotidien, ça peut s'illustrer par notre style de vie qui est très accessible. Enfin, on est tous très accessibles au niveau du comité de direction. On travaille en open space et quand il y a des bureaux, ils sont intégralement vitrés. On se tutoie, on oublie la cravate. À la machine à café, tout le monde peut poser des questions à tout le monde. Et effectivement, les débats ne sont pas tabous. Après, une décision va être prise à un moment donné et là, on va demander à tout le monde de ramer dans le même sens. Bon, très bien. Alors, je vais me retourner vers Jean-Paul, qui a donc réalisé une enquête. On en a parlé lors des précédents épisodes, et on va le faire d'ailleurs tout le long des épisodes de cette série. Vous avez repéré donc dans votre enquête un certain nombre de facteurs qui facilitent la réalisation de soi. Alors, peut-être pour rebondir à ce qui vient d'être dit, est-ce que vous pouvez nous en énumérer quelques-uns? Ce que j'ai relevé dans l'étude, d'ailleurs, c'est que certains sont d'ordre personnel. Donc, c'est intéressant de sortir du cadre de l'entreprise aussi. Alors, je voulais rebondir. C'est vrai que une des grandes thématiques de notre enquête, de notre étude plutôt, c'était de mesurer l'engagement, de comprendre ce qui facilitait l'engagement. Et en fait, on s'aperçoit c'est qu'il y a 4 espaces d'engagement. Le premier, c'est l'activité. Est-ce que le contenu du travail
m'intéresse? Est-ce que voilà, il apporte quelque chose qui va me permettre de me réaliser? Est-ce que je me retrouve dans le travail? Parce que le travail, c'est l'être humain. La deuxième, c'est est-ce que je suis bien dans mon équipe? Est-ce que j'ai envie de travailler avec les gens que je manage, puisque là on parle des cadres? Et est-ce que je suis bien dans mon collège de direction? Est-ce qu'il y a une proximité? Le troisième, est-ce que finalement ce que l'on vend et la cause que l'on poursuit, elle est noble? Est-ce que je suis fier de ce que je fais? Et ça, oui, ça va m'engager. Et le dernier, c'est le projet d'entreprise et ce que vous disiez, c'est-à-dire la notion de sens. Alors effectivement, sur ces 4 dimensions, il y en a qui, le contenu du travail va être un peu moins engageant, mais l'équipe, la relation plus, le projet et le service va être plus noble. Et c'est ça qui fait la force d'une entreprise, c'est est-ce qu'elle est capable de travailler sur ces 4 dimensions? Auquel cas, si je suis engagé sur ces 4 axes, je me réalise totalement. Le contenu du travail me plaît, j'ai de bonnes relations avec mon équipe et je vis bien cette relation. Le produit que je sors, il est noble, il est vertueux, il a du sens. Et enfin, le projet d'entreprise, c'est pas simplement un projet qui est tourné vers l'obtention de résultats, parce qu'on le sait bien, le résultat n'est pas du tout une finalité, c'est du carburant. La finalité, c'est être content du projet, c'est être rentable, c'est être pérenne, et c'est ça qui est important. C'est ce qu'on a voulu mesurer dans l'étude et qui nous renforce aussi dans ce qu'on positionne nous comme formation, parce qu'on travaille sur ces 4 aspects. Alors, Victor, maintenant qu'on a dit que on a prouvé, et on pourrait tous le prouver beaucoup plus longtemps, qu'on est capable de comprendre tout ça, est-ce que dans une entreprise, on pourrait croire que l'on applique ces bonnes intentions, mais que dans le concret, elles ne se réalisent pas? Et auquel cas, est-ce qu'on peut mesurer dans une entreprise le degré d'atteinte de cette volonté, de cette ambition de travailler ensemble, de co-construire, etc. Est-ce que ça se mesure? Si oui, comment? Et après, de toute façon, on redonnera la parole donc à Muriel Rocher. Mais je voudrais voir si dans l'absolu, et eu égard à tes recherches, Victor, c'est quelque chose que l'on peut, de manière tangible, mesurer dans une entreprise. Je vois que tu es un excellent journaliste, parce que tu sais que c'est aujourd'hui que je publie ma 2e étude sur l'indicateur de congruence emploi-travail. Ah mince, j'aurais pu faire semblant, mais malheureusement voilà, c'est non, c'est bon, c'est un heureux hasard. Effectivement, donc je publie aujourd'hui le 2e indicateur, c'est la congruence emploi-travail. C'est-à-dire que l'entreprise... La congruence emploi-travail. Emploi-travail. Bon. C'est-à-dire parce qu'il y a une distinction entre l'emploi et le travail. Parce que là, on parlait de la réalisation dans son travail. Jean-Paul a utilisé le mot travail. Mais une entreprise, elle offre un emploi. C'est pas pareil. Et donc, encore une fois, c'est cette confusion entre emploi et travail qu'il y a ces problèmes d'ajustement. Donc, tu sais que j'ai fait un plateau là-dessus sur quelle est la confusion entre emploi et travail. Alors, donc on va mesurer l'indicateur de congruence emploi-travail. C'est-à-dire, moi, entreprise, je prescris un emploi, une réalisation d'objectifs, j'attends une performance. Maintenant, lui, le salarié, il dit, et je l'ai analysé, je l'ai mesuré dans la période d'essai. Pourquoi? Parce que dans la période d'essai, c'est la seule période où la justice organisationnelle est établie. C'est-à-dire que le lien de subordination, il ne joue pas encore son plein effet, parce que chacun peut partir sans justifier la cause. Donc j'ai analysé cette période de justice organisationnelle, d'équité organisationnelle, d'éthique organisationnelle. On a le droit en France de dire je m'en vais ou de dire à quelqu'un sors. Oui, en tout cas dans cette période c'est parfaitement réciproque. C'est une période parfaitement réciproque. Donc j'ai analysé le taux d'échec du processus d'embauche. C'est-à-dire combien ça coûte pour une entreprise, et je vais interroger madame qui est à ma droite, quel est le taux d'échec entre les gens qui sortent pendant la période d'essai par rapport aux embauchés en CDI. Je dis bien en CDI, c'est-à-dire que vraiment l'envie de prendre quelqu'un. Alors, la perche est en France, globalement, sur les 18 millions de salariés du privé, quel est le ratio entre ceux qui sortent en période d'essai par rapport aux embauchés en CDI? C'est le chiffre qui sort aujourd'hui. Madame. Vous me posez une colle, j'ai pas révisé mes chiffres. Voilà. Parce que... Mais je peux vous donner les chiffres pour chez nous. Oui, allez-y, ça m'intéresse. J'étais en train de calculer, donc c'est un calcul mental, je pense qu'on est à peu près à 3-4%. Eh bien, madame est dans ce qu'on appelle l'adhésion. Et le chiffre... Bravo, vous avez bien fait de venir. Merci. Et le chiffre national, c'est de 17%. En 2010, il y a 17% des embauchés en CDI qui sortent avant la fin de la période d'essai, qui ne sont pas intégrés. Ce qui est beaucoup. Mais il y en a qui font plus. Il y a un secteur comme
L'hôtellerie, la restauration, je suis désolé pour eux, mais c'est 26%. Enfin bref. Donc ça mesure la congruence. C'est-à-dire, moi, j'attends de la performance. Mais j'ai que 3 mois, 6 mois pour t'évaluer si je reconduis. J'attends une performance de ta part par rapport à cet emploi. Le salarié, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par rapport à la prescription du contenu du travail, les relations de travail que j'ai trouvées chez toi, donc je reprends les dimensions de Jean-Paul. Il en a cité 4 sur 6. L'utilité, la rectitude morale que je peux trouver, c'est-à-dire le sens de ce que je peux trouver dans cette entreprise, vu comment toi tu évalues la performance, c'est-à-dire complètement subjective, ou au moins aux 2/3 sur de l'informel, eh bien, je ne pense pas pouvoir trouver du bien-être et de la qualité de vie au travail chez toi, donc je m'en vais ailleurs. Donc il y a ce challenge, comment croiser la performance attendue avec le bien-être au travail, parce que la motivation vient du bien-être au travail. Alors il nous reste très peu de temps, est-ce que vous pourriez répondre, nous dire ce qui, selon vous, explique ce bon facteur d'adhésion au sein de votre entreprise? Parce que là, au moins, on a une donnée objective et on peut peut-être essayer de l'expliquer après coup. Alors, je vais rebondir sur le bien-être au travail. C'est effectivement un axe qu'on développe chez nous, toujours autour de la convivialité, de l'échange. Et puis, je voudrais aussi reparler de la fierté. Effectivement, être fier de ce qu'on vend. Et nous, ce qu'on recherche, c'est de faire le lien avec notre positionnement vis-à-vis de nos clients, dans lequel on veut vraiment réintroduire l'humain et on veut développer une proximité avec notre client, avec le challenge du modèle en ligne. Et en interne aussi, avec nos collaborateurs, on veut réinventer le métier de banquier, on veut réinventer une façon de travailler en co-construisant notre avenir. Écoutez, merci. Je propose en tout cas parce que le temps tourne, on va refaire un petit effort de synthèse et on va revenir là-dessus. Et je le dis pour nos amis internautes, mais aussi pour vous, parce que je sais que ça va un petit peu vite et que les gens sur Internet sont souvent un peu pressés. Je vous suggère de ne surtout pas hésiter à poser vos questions parce qu'elles seront immédiatement notifiées à nos intervenants qui viendront continuer à converser avec vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Et revenez sur les prochains épisodes, vous allez voir, on va creuser encore un petit peu. À bientôt. Merci.